Et on va commencer avec, Jean-Pierre nous en parlait, avec quelqu'un que vous connaissez évidemment, que j'apprécie, qui est fidèle en amitié. Il est navigateur, il est surfeur de la vie, des mots. Il pense, il écrit et s'engage comme il aime, avec passion. Et c'est un privilège d'avoir avec nous cet explorateur insatiable. Il était hier à Collioure, cet après-midi il est à Rochefort, et il a choisi pour nous et par amitié de poser son navire et de s'arrêter pour nous ici à Avignon. Éric Orsena, merci de l'applaudir. Bien Éric. Voilà, Éric viens nous rejoindre sur cette scène. Merci Jean-Pierre. Viens à mes côtés, ici si tu veux bien, pour nos amis. Voilà. Comment ça va, Éric? Bah, ça va bien. J'ai déjà été illégitime dans ma vie, mais comme aujourd'hui, jamais. Donc voilà, il se trouve que j'avais été enseignant 12 ans, et puis 8 ans de cabinet, et puis 20 ans de conseil d'État. Et je me suis dit que l'objectif étant d'avoir une vie un peu complète, c'était le moment de passer dans le privé. Donc j'ai quitté le conseil. Et puis donc j'étais dans l'entreprise de 3 manières. La première, c'est dans le conseil, à des sociétés grandes ou petites, grandes CNJ, BNP, puis beaucoup plus petites, actionnaires, avec des fois où ça ne marche pas du tout, genre quelques faillites, genre la faillite du premier livre électronique Cital, mais une autre opération mieux où quand vous êtes même mini-actionnaire de Greenflex et que c'est racheté par Total, c'est meilleur. Même si c'est vraiment petit, mais enfin, c'est bien de ne pas perdre tout le temps. Et puis, avec aussi des conseils très intéressants, c'est-à-dire je suis depuis 6 ans membre du conseil stratégique d'EY, Ernst, et puis aussi, je me suis retrouvé, moi, au MEDEF avec Pierre Gattaz, qui est un ami proche. Donc, il sera là avec nous demain, d'ailleurs. Me retrouver à côté du mec de l'IMM, ça faisait tout drôle, quoi. Parce que je me souviens, jeune, avoir dit, un peu à gauche de Chevènement à l'époque, qui à l'époque était super à gauche, qu'il fallait rompre immédiatement et sans retour possible avec le système capitaliste. Donc, j'ai évolué. Tu as navigué. Alors, et puisqu'on parle d'évolution, de naviguer au gré des... Hein, voilà. Alors là, il y a mes potes, là. Là, il y a mes potes. Parce qu'il y a le Grand Lescure, immense, et à toi, l'Yvette, et il y a... Non, ce n'est pas une contradiction. Il y a ici, dans la salle, un ministre courageux, Monsieur Gilles, que je salue. Parce qu'ensemble, on s'est affrontés à l'inspection générale de l'éducation nationale. Alors, qui est un mélange de la CGT et de l'Armée rouge. Et franchement... alors, comme on est dans un lieu hautement artistique, et qu'il s'agit quand même de dire la vérité par tous les moyens possibles, avec Gilles, on a parlé, on a essayé de rendre aux mots leur signification. Parce qu'on en parlait hier, on avait dit que rien que prononcer, et on est dans la ligne de La Fontaine, prononcer le mot grammaire, c'était trop douloureux pour les enfants. Donc il avait remplacé par un truc qui était insupportable pour un mec comme moi qui a souffert des oreilles, par ORL. Et c'était, parmi les linguistes de l'inspection générale, observation réfléchie de la langue. Et alors, avec le ministre, on a décidé de remettre le mot grammaire, et c'était le signe d'un virage pour lui vers l'extrême droite, et moi vers le fascisme. Gilles de Robien, qu'on remercie. Gilles de Robien. Merci, parce que franchement, c'était formidable. Gilles de Robien, qu'on remercie d'être avec nous ce matin et tout au long de ces 2 journées, qui est un fidèle du colloque. Merci donc beaucoup. À Amiens, il n'y a pas que le président de la République. Il n'a pas le monopole d'Amiens. Et il n'y a pas que M. Delevoye ici présent aussi. Il n'a pas le monopole de tout, et notamment d'Amiens. Ouais. Jean-Paul qui a commencé ses études et qui a fait une partie de ses études à Amiens. On en reparlera. Merci Jean-Paul d'être là. Éric. C'est pour ça qu'on ne monte pas haut. Hein. Si tu commences par Amiens, tu es mal barré. C'est le seul endroit en France où il y a un ascenseur social. C'est vrai, voilà. Donc il faut passer par la case Amiens pour ensuite... voilà. Éric, j'ai un petit souci de micro.
Que se passe-t-il? Associer le micro, c'est bon. Non? Bon, alors on va changer de micro, alors non. Éric, tu as choisi d'être avec nous aujourd'hui et tu m'as dit, quand on a commencé à en parler, l'État-providence et donc l'entreprise-providence, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, ça me parle, ça m'excite, tu m'as dit. Ouais, ça m'excite négativement, si je puis dire. Il y a des excitations négatives contre lesquelles même la chimie ne peut rien. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'aime pas la providence. Parce que la providence, c'est toujours l'appel au secours. C'est toujours le ciel t'aidera sans la première partie de la phrase. Et donc toujours la providence, etc. Et quand même, il y a une maladie qui doit être un peu partout, mais qui est en France quand même vachement bien établie. On attend toujours des autres. Et surtout quand les autres sont anonymes. Parce que quand c'est à quelqu'un, on est obligé de demander à quelqu'un, mais quand c'est l'administration, quand c'est l'État, alors là, on est dans l'irresponsabilité complète, sans se demander ce qu'on peut faire. Donc, il y a évidemment des missions, et je suis en même temps très content qu'on entre quand même dans l'évidence. Quand je vois le titre de ce matin, une gouvernance humaine, enfin, c'est quand même la moindre des choses. C'est quand même une gouvernance inhumaine, jusqu'à présent. Jusqu'à Avignon ce matin, c'était inhumain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Donc, et dans la même chose, quand vous disiez de faire qu'il y avait des entreprises à mission, ou des entreprises à intérêt, ou des entreprises à raison. Enfin, les entreprises, a priori, c'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour répondre à des choses que le marché demande, mais aussi quand même avec un sens. Donc, ce qui se passe en ce moment, et ça, j'aime beaucoup ça, parce que j'ai vraiment vu cette évolution depuis donc une dizaine d'années que je suis dans ce monde. On revient à l'évidence, c'est-à-dire qu'une entreprise qui ne fait pas de bénéfices va s'arrêter, et ça va être un drame, qu'une entreprise doit respecter l'environnement, parce qu'autrement, les clients vont ne plus la supporter, que, comme on dit, les talents ne vont pas venir chez elle, etc. etc. Donc, il y a une sorte de marche vers l'évidence, et donc vous avez d'ailleurs dans les protestations, ce qui est complètement différent de ce qui aurait eu lieu il y a 10 ans, les entreprises n'étaient pas en première ligne. Du tout. Du tout. Et donc, c'est quand même... Alors, on en parle avec des gens qui sont sur le terrain, mais c'est quand même très, très frappant. Donc, je voulais vous dire par rapport à Providence, ça. C'est-à-dire, c'est un mot qui me voilà. Je me souviens, il y a le Figaro Magazine qui m'avait demandé si je croyais en Dieu. Et alors, je n'ai pas à répondre à cette question, c'est privé. Et je disais que je n'ai pas besoin de Dieu et que j'ai fait des... C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de transcendance. Et que si j'en crois, très bien, mais ça me regarde tout directement. Et que j'ai fait un débat formidable avec des religieux sur la religion sans transcendance. C'est-à-dire l'horizontalité. Et pour moi, la religion, au sens étymologique, religarer, reléguer, recueillir et relier, c'est horizontal, c'est l'interaction, et il n'y a pas besoin de quelqu'un du au-dessus à qui on se remet. Pour moi, c'est... Alors, je vous dis ce que je dis, et ça, c'est intéressant parce que c'est moi ce que je pense. On peut avoir très bien une transcendance en plus, mais déjà, une première base, si vous prenez Spinoza, Deus sive natura, Dieu ou la nature, Dieu c'est tout ce qu'il y a de vivant. Et déjà, si vous intégrez ça, que Dieu est tout ce qu'il y a de vivant, c'est tout à fait passionnant. Alors je rajoute à innombrables casquettes que j'ai, c'est la casquette que je préfère, qui m'honore le plus. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur, et que François Jacob m'a engueulé pendant 12 ans parce qu'il était juste à côté, et il me disait « Tu as 2 raisons d'être ignorant. Tu es économiste et romancier, donc fais un peu d'effort et bosse un peu sur Pasteur pour avoir le droit de poser tes fesses sur ce fauteuil, ce que j'ai fait. Et là maintenant, je suis ambassadeur de Pasteur et du réseau international. Et alors, ça vous donne l'occasion de voir ce qu'est la vie. Et par exemple, dans la vie, il n'y a pas de frontières. Dans la vie, il n'y a pas de ligne droite, etc., etc. Donc, et quand quelque chose me pose un peu de problème, je me dis, qu'en pense la vie? C'est-à-dire,
Parce que la vie, c'est quand même la start-up qui a commencé il y a 4 milliards 500 millions d'années, donc dans le durable, elle est assez bonne. Éric, tu parlais de transcendance, sauf que ça déterminait un peu les existences, j'allais dire la transcendance guidée, que ce soit, tu parlais tout à l'heure de l'Église, mais aussi la politique, mais aussi les castes. Maintenant, il semblerait que ce soit plutôt terminé, et d'où maintenant l'entreprise Providence, à qui on délègue beaucoup de choses, qui est, on va dire, le dernier pilier sur lequel s'appuyer. Ben oui, mais si on réfléchit un peu alors s'il n'y a plus d'autre transcendance, s'il n'y a plus d'autre Providence, alors ça devient l'entreprise. Ça devient l'entreprise parce qu'on va lui demander de plus en plus. On va charger la barque de plus en plus, premièrement. Il y a un deuxième sens dans la Providence, c'est-à-dire le chef d'entreprise devient un personnage clé, puisque les postes de l'État, il faut être comme Jean-Paul, vraiment un être dévoué complètement au bien public, ce qui n'empêche pas sa créativité permanente. Donc c'est un cocktail rare pour rester dans le monde du public. Parce que d'abord on est super mieux payé dans le privé, et puis en plus on a l'impression d'agir, alors que pour avancer dans la sphère publique, c'est quand même, donc en termes d'efficacité, en termes de rentabilité, vraiment rester dans le public, c'est des saints actifs que vraiment je salue. Et vraiment ça. Donc sauf que là maintenant ça s'accélère premièrement, un petit peu, attends, parce qu'il y a ça. Il y a d'abord donc cet élément-là, donc c'est-à-dire le patron. Et ce que je vois dans l'entreprise, mais ça vous savez ça bien mieux que moi, et si je devais refaire ma vie, il y a une fonction qui m'aurait absolument passionné, c'est la fonction de DRH. On peut applaudir Éric Orsenard quand même. Passionnant. Voilà. Vous voyez, dès le début, j'essaye d'avoir quelques alliés dans la salle, parce que je suis quand même super malin, parce que j'ai eu une éducation religieuse qui a été parfaite par 3 ans de cabinet avec François Mitterrand. Donc l'habileté, je connais. Et donc, la question que je vois, que vous savez, que je vois dans les grands groupes, qui est là, c'est la providence, c'est-à-dire il y a le grand chef. Avec un grand P, on va dire. Voilà, alors homme ou femme, et extraordinairement difficile de lui dire la vérité. Extraordinairement difficile de lui dire la vérité parce qu'il a souvent choisi des gens autour de lui qui ne vont pas lui dire la vérité et qui ne vont pas le gêner. Des turiféraires. Donc voilà, ils sont là comme ça, premièrement. Et deuxièmement, N plus 10 niveaux. Donc on est sûr d'avoir un chef, de sous-chef, de tout-chef, etc. Et alors quand je vois des groupes d'énergie, que je ne vais pas nommer, mais qui dépensent 90% de leur énergie en batailles inutiles, je me dis, on en est où par rapport à l'objectif d'économie d'énergie? Éric, par rapport à ce que tu dis justement sur l'environnement, c'est vrai que tous ces sujets te passionnent, les territoires, l'eau, les fleuves aussi. L'entreprise Providence, rôle à jouer, rôle central justement sur ces sujets-là. Alors, 2 choses. J'ai des expériences qui sont 2 expériences et qui m'ont absolument passionné. La première, c'était en 2015, juste avant la COP21 à Paris. J'ai animé à Lyon une rencontre qui s'appelait la COP des territoires. Et la COP des territoires, c'était 50 villes du monde entier et qui se demandaient ce qu'elles pouvaient faire contre la dégradation du climat. Et alors c'était intéressant parce que ces villes du monde entier, très grandes villes, donc c'est là, j'ai tissé des liens incroyables avec des maires dans le monde entier et je travaille passionnément sur les villes parce qu'elles sont exactement dans la même situation que la plupart des entreprises. C'est-à-dire que c'était des providences négatives, c'était le diable. Parce que les grandes métropoles, comme les grandes entreprises, sont celles qui fabriquent la pollution. C'est celles qui fabriquent le dérèglement climatique. Mais en même temps, si je puis dire, c'est celles qui ont les solutions. Et si on ne les a pas avec nous, on n'aura pas les solutions. Donc elles sont exactement dans la même situation. Et ce qui m'a intéressé, c'est que le progrès en termes de méthodologie diplomatique de la rencontre de Paris, de la COP21, c'était qu'on en finissait avec le tête-à-tête inefficace, par définition, de l'État et des ONG.
Vous pouvez faire pendant 2000 ans des face-à-face État-ONG, chacun avec sa logique légitime, et vous aboutirez à rien. Résultat, Copenhague. Et là, on a rajouté 2 catégories. Des fouteurs de bordel climatique, les entreprises et les grandes villes, et vous les mettiez en même temps, c'est-à-dire des institutions locales et régionales, et en même temps des entreprises. Donc et on est arrivé avec des solutions. Moi, je suis, honnêtement, franchement, moi j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour Jean-Paul, parce que il y a un truc que j'ai découvert dès que je suis entré dans le privé, ça m'a fait tout drôle. C'est un truc en 2 mots qui s'appelle obligation de résultat. Parce que ce n'est pas une culture qu'on a de manière générale en France, et notamment dans l'administration française. Donc, une obligation de résultat. Il faut arriver à quelque chose. Et là, on était obligé d'arriver à quelque chose. Alors, on n'a pas suivi, mais c'est premier exemple. Oui, tu avais le duopole qui a été battu exactement. En match, ouais. Ben forcément, ils sont là, chacun joue son rôle, machin, etc. L'autre point, l'expérience, là, c'est très récent. Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'était une rencontre qui s'appelle la Brescope, et c'était de réfléchir tous ensemble, toutes les parties prenantes bretonnes, à comment on allait aménager ou bouleverser le modèle breton, qui a fait ses preuves. Je vous rappelle, moi, dans ma jeunesse, les années 50, c'était les chiottes au bout du jardin, la terre battue, ils sont sortis de la pauvreté, voire de la misère, avec un développement quasi chinois. C'est-à-dire avec voilà, ils ont activé. Donc, et maintenant, c'est la limite. Donc, il y a la question qui est posée à l'articulation de toutes les transitions, parce que transition énergétique sans transition agricole, c'est rien. Sans transition urbaine, c'est rien. Sans transition, etc., etc. Transition maritime, on voit bien, il y a un grand bordel avec les algues vertes, etc. Ils étaient tous là, ils étaient 900. Tout le monde était là. C'est-à-dire Eaux et Rivières de Bretagne, France Nature Environnement, tu les connais par cœur, tu vois, parce qu'on a fait des débats ensemble. Et donc, ils étaient là, ils étaient les chambres d'agriculture, les gens des porcheries, il y avait les entreprises, il y avait Armor Luxe, il y avait tous les gens, il y avait le pâté, NAF, machin, tous les acteurs. 900 qui étaient là ensemble. Et alors, ce qui m'a intéressé, et c'est là où on pourrait aussi parler peut-être de ça, c'est que la providence, donc toujours l'horizontalité, la question qui me hante au fond, c'est quelle est la bonne échelle géographique. Et là, il y a une vraie région qui est la région de Bretagne. Il y a le problème de Nantes, mais une région. Ils sont solidaires, c'est la bonne taille, ni trop grand, ni trop petit, ils sont ensemble. D'où le territoire. Hein. D'où le territoire. J'ai dit l'autre jour, il y a 3 jours, il se trouve que je travaille avec l'association des maires, tu le sais, depuis longtemps, je suis au conseil d'orientation d'Action Cœur de Ville, enfin de plus en plus géographe. Et je remettais le prix de fier de ma commune. C'est-à-dire toutes les initiatives fières de ma commune. Et là, on travaillait comme ça là-dessus, et je leur ai dit, vous savez, j'ai une bonne nouvelle en direct de nos séances du dictionnaire. C'est que le mot territoire est revenu. Et je me souviens de quelqu'un à qui j'en parlais dans le voyage officiel en Arménie, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, territoire, ce n'était pas son truc. Donc, la question est clé. Parce qu'on voit ça, il y a une logique. D'où mon interrogation. C'est-à-dire, quand on a fait la bêtise de considérer qu'il y a une région qui commence à Limoges et qui finit à Biarritz. La Nouvelle-Aquitaine. Alors, franchement, les Limougeaux aquitains, je veux dire au revoir. Donc, il y a de temps en temps, il faudrait quand même écouter la géographie. Qu'est-ce que c'est la géographie? Vive la géographie. On va dire un petit mot comme ça en passant. Vive la géographie. La géographie, c'est tout simple. C'est quelle échelle et quelles interactions. Voilà. Éric, tu disais tout à l'heure obligation de résultat. Ça, c'est un point intéressant. Et on parle beaucoup d'écologie. Écologie non rentable, chimère. Hein, enfin. Alors, il y a la question, il y a évidemment la question de la croissance, décroissance, tout ça, etc. Très bien. Moi, je veux bien
qu'on soit dans la décroissance. Je veux bien, Rabi, c'est super, tout ça, c'est vachement bien, tout ça, machin, tout ça. Bon, on est dans l'humain, dans le... Bon, d'accord, moi aussi, il m'arrive d'être humain. Bon, cela dit, on fait quoi quand il y a des telles pressions démographiques un peu partout? Je vais vous dire, pour un reportage dans Le Monde, je suis resté 15 jours au Niger. Et j'ai vu tout le monde, et j'ai vu le ministre de l'Éducation nationale à Niamey. Et il me dit, c'est peut-être pour vous la pression démographique, c'est peut-être un peu abstrait, alors je vais vous dire ce que c'est pour moi. C'est 6000 classes nouvelles à créer pour qu'on ne descende pas en dessous du taux d'alphabétisation qui est à 18%. Donc, ce n'est pas toute l'Afrique, parce que le pourtour se développe plus ou moins bien, mais vous avez une bombe dont la mèche est allumée qui s'appelle le Sahel. Et avec un truc qui était quand même formidable, je vois le président, et je me dis, j'ai envie d'aller au Tchad, au bord du Tchad, du lac Tchad. Il me dit, ah non, trop dangereux, trop dangereux. Et alors, le ministre de la Défense est là, il dit, ah non, je vais sécuriser l'écrivain. Alors, puisque je suis là, vous avez un écrivain qui a été super sécurisé. Et super sécurisé, c'est-à-dire que j'avais 50 hommes en armes, 8 pick-up mitrailleuses. J'ai dit, vous êtes malades, les mecs, là. Et donc, peut-être, mais le même jour, à 50 km, il y a une attaque de Boko Haram, 17 morts. Donc, ça veut dire tout ça avec la course à l'échalote, tu vois, entre l'incapacité de se développer. Donc, dans le désespoir, on fait plus d'enfants parce qu'on espère qu'il y aura un mec qui fera du foot, etc., etc., etc. Donc, on a ce truc-là. Voilà, ces mécanismes-là. Donc, ce que je veux dire, c'est quelle est l'échelle? Quelle est l'échelle? Donc, et la question qui se pose, c'est que quand on voit des grandes villes, c'est évidemment une bonne assiette pour faire des choses. Qu'est-ce que la grande ville fait tout autour? Comment est-ce qu'elle peut tirer les territoires? Moi, quand je vois des maires dites de la diagonale du vide, de l'Ardenne jusqu'au Pays Basque, ils me disent, ils ont 50 000 habitants. Ils me disent, mais même si j'ai réussi à avoir une promesse d'investissement, personne ne vient, les conjoints vont se faire chier. Et j'ai pas d'université, donc hop, comment est-ce qu'on va faire? Je m'acharne à dire aux responsables, et toi tu le sais, que la France n'est pas 14 Singapour. C'est facile d'être Singapour, t'as rien à côté. Hein? T'as pas d'Auvergne autour de Singapour. Puis t'as la mer autour. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on revient à un truc qui s'appelle l'ambition territoriale. Ça s'appelait la DATAR. Et on a foutu en l'air la DATAR. Et ce mécanisme-là... Mais évidemment, à l'aménagement du territoire. Évidemment. Et pourquoi je me bats là-dessus? C'est que je me suis vraiment passé les 3/4 de ma vie à faire du Nord-Sud en disant que la vie serait impossible si le Sud ne se développait pas. Une partie du Sud s'est développée grâce à mon action soutenue, bien sûr. Mais l'autre, c'est moyen. Et alors, les rares forces qui me restent, je les donne à l'équilibre chez nous. Parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Parce que, pardon, c'est tout ça un peu mais dans la ligne, mais tu vois, parce que on a cru, j'ai cru, en tant qu'économiste, c'est-à-dire en tant que débile, j'ai cru à la théorie du ruissellement. Eh bien, c'est pas vrai. C'est la polarisation. Et s'il n'y a pas une maîtrise, la ligne naturelle, c'est la polarisation. Dans tous les domaines. Regardez l'économie du livre. Si vous avez une marque, vous vendez un peu moins qu'avant, c'est mon cas, mais ça va. Et ceux qui n'ont pas de marque et qui vendaient 5-6 000, ils vendent 600. C'est-à-dire, vous avez une image de la société, donc tu connais ça par cœur, on a une image de la société valable un peu partout, qui est comme ça, le sablier. Il y a des gens de plus en plus riches au-dessus, des esclaves en dessous, et il n'y a plus de classe moyenne. Bon courage pour faire une société équilibrée, sans classe moyenne et sans territoire moyen. Et comme en plus le climat est de moins en moins tempéré, il y a de moins en moins de moyens. Comme on peut moyenner sans moyens, courage. Éric Orsennin, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Là, j'ai mes profs, là. Là, c'est mes profs. Alors, je passe, là. C'est le grand oral, là. C'est le grand oral. Bah oui, puisque comme mes copies ne sont pas arrivées, je passe le contrôle continu. Ah bah oui, voilà, bien sûr. Bah oui, ça remplace les notes.
Éric, tu parles de ruissellement, tu parlais du Sahel tout à l'heure. C'est vrai que l'eau, on commençait à en parler, c'est un sujet qui te tient à cœur. La Providence aussi, il faut l'irriguer. Raconte-nous ce que tu fais avec les fleuves et puis les discussions que tu as eues avec Moudinque à Toulouse. Oui, oui. Voilà, ça interpelle tout ça. Alors, problème et solution. C'est-à-dire que sur l'eau, en faisant un tour du monde de l'eau, comment j'ai travaillé sur l'eau? Parce que je faisais un livre sur le coton et je me suis retrouvé au nord de Samarcande, dans un champ, dans un village. Et dans ce village, tous les robinets étaient ouverts. Bon, il faut savoir que dans ces endroits de l'Ouzbékistan, on a besoin d'énormément d'eau parce que dans des temps immémoriaux, il y a eu de la mer. Donc il faut d'abord dessaler le sol avant de donner de l'eau à la plante. Donc c'est 12 à 13 000 mètres cubes d'eau par hectare. Tout était ouvert. Je dis au chef de village, grâce à une formidable traductrice que je regrette, Sniff, et vous ne pourriez pas fermer les robinets de temps en temps? Il m'a montré l'Himalaya et il m'a dit, est-ce que vous pensez qu'un jour je manquerai d'eau? Eh ben oui, mon petit loup. Eh ben oui, mon petit loup. Je change. Je reste une seconde en Himalaya pour vous donner un ordre de grandeur. À 200-300 millions près d'êtres humains. La moitié de la population dépend pour son eau d'un fleuve qui descend de l'Himalaya. C'est vous dire l'enjeu. Alors maintenant, je reviens en France. J'ai une mission de président de la République sur l'ouverture des bibliothèques. Je suis avec Moudinque à Toulouse, et on parle de ça, machin, le téléphone sonne, et c'était le préfet Mayos qui me dit, est-ce que vous pourriez venir? Voilà. Donc j'ai déjeuné avec lui, super honoré, et il me dit, je vous ai fait venir parce que j'ai plus d'eau dans la Garonne. Et pourquoi je travaille sur l'eau? Parce que j'ai donc fait ce tour du monde de l'eau. Et ça a été l'occasion d'ailleurs d'un débat qui est tout à fait un débat pertinent pour vous, ce que vous faites aujourd'hui là, puisque la question posée était, je ne sais pas si ça s'est un peu calmé, mais savoir si une entreprise privée avait le droit de gérer un bien public. Et comme on ne savait pas trop qui était de droite, qui était de gauche, si vous étiez pour une gestion municipale, vous étiez à gauche. Si vous étiez pour une gestion privée, vous étiez à droite. Chacun sur une rive. Chacun comme ça, etc. Et moi, j'ai posé la question qui m'a fait de nouveau virer super droite. J'ai posé une question, surtout venant d'un conseiller d'État, finissant. J'ai dit, est-ce que le secteur public a le monopole du service public? Où est la providence? Où est la part de chacun dans la providence? On est au cœur de l'affaire. C'est les PPP, c'est les trucs comme ça, etc. La fameuse délégation de service public. La délégation. C'est quoi une délégation? Qu'est-ce qu'on fait, etc. Ce que j'avais vu dans le monde, c'est que je ne pouvais pas prendre position idéologiquement, parce que j'avais vu des municipalités corrompues et inefficaces, et j'ai vu aussi des sociétés privées complètement léonines, avec dans l'opacité totale, et machin, etc. Donc je ne peux pas dire le privé est mieux que le public. Non, ça dépend. Et puis il faut que ça soit... Donc pour ça que je connais assez bien les questions d'eau. Et donc, il y a 4 ans, la présidente de la Compagnie nationale du Rhône m'a demandé d'aider cette entreprise à s'internationaliser. Parce que c'est une entreprise d'ingénieurs, et comme vous connaissez bien les entreprises d'ingénieurs, une entreprise d'ingénieurs français pense qu'ils sont les meilleurs du monde, premièrement, article 1, et article 1 bis, que ça se sait. Le premier n'est pas complètement faux, mais le deuxième est radicalement obsolète. Donc mon petit boulot, c'est tout ça. Donc j'ai créé un club où il y a des représentants au niveau ministériel ou juste en dessous, des 20 plus grands fleuves du monde. Et donc je reviens au bureau du préfet Mayos. Il me dit, j'ai plus d'eau dans la Garonne. Comment je fais? Alors pourquoi il n'y a plus d'eau? C'est très simple. Il n'y a plus d'eau parce que les glaciers donnent moins en Pyrénées. J'ai plus le droit de faire des rétentions collinaires, des trucs comme ça, parce qu'il y a eu le drame de Sirmin. Les agriculteurs continuent à pomper à l'étiage pour faire du maïs. Les sols sont artificialisés, c'est-à-dire quand ça tombe, vouf, ça ruisselle directement sans nourrir les phréatiques. Et, me dit le préfet, chaque année, j'ai 15 000 personnes en plus chez moi à Toulouse. Comment je fais? Évidemment, cerise sur le gâteau, Alors il y a là, moins d'eau qui tombe du ciel. Non, parce que ça tourne, ça, il y en a toujours un peu la même chose chez nous. Oui, oui. Mais ça revient. Et j'arrive après à Bordeaux et je vois Juppé, il dit, j'ai plus d'eau dans la même Garonne.
ce qui était logique. S'il n'y en avait pas en amont, c'était... Voilà. Donc, première question. Et alors, deuxième même problème. Deuxième même problème, et Dordogne, tout ça. Donc, les alertes sont moins 20% dans la Dordogne, ce qu'on va faire. Donc, comment est-ce qu'on fait? Deuxième exemple, chez nous, hein, c'est pas au loin. Deuxième exemple, le Rhône. Les résultats de la CNR cette année, ils sont 20% en moins que de la prévision. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau, ils turbinent moins. S'ils turbinent moins, ils vendent moins d'électricité. Alors c'est intéressant parce que la gouvernance de la CNR est très intéressante. Et ça aussi, c'est un élément intéressant de la gouvernance, parce qu'il n'y a pas que la loi Pacte, il y a ces mécanismes. Parce que la CNR, c'est 49% le privé, Engie, 30% la Caisse des dépôts, l'État, et 20% les collectivités locales. Donc ils sont directement intéressés. Donc quand il y a moins d'eau dans le Rhône, il y a moins de revenus pour les actionnaires territoriaux. Et pourquoi il y a moins d'eau dans le Rhône? Parce que le glacier de la Furka, qui est dans le Haut-Rhône vers le Saint-Gothard, la partie suisse, imaginez-vous qu'il y a une bâche pour essayer de faire que le glacier fonde moins vite. Et qu'il y a moins d'eau, la qualité est assez bonne, mais la température non. Parce que la température monte. Alors comment vous pouvez refroidir une centrale avec une eau déjà chaude? Étant donné que entre l'entrée et la sortie de la centrale, l'écart de température est de 11 degrés. Comment vous faites? Donc ça veut dire que la question d'eau va être clé. Alors on peut dessaler, on peut faire des trucs, etc. Mais ce qui demande énormément d'énergie. Ce que je voudrais, mais vous le savez mieux que moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y a des solutions impliquent des prix, et que toutes les transitions sont liées. La transition agricole, la transition numérique, la transition climatique, tout ça, c'est absolument lié. Et que si vous n'avez pas une transition agricole, vous ne pouvez pas avoir une transition numérique. Et vous ne pouvez pas avoir une transition climatique. Ce que je voulais vous dire, donc tout ça, il y a un marché nécessaire, absolument gigantesque. La question de l'eau va être absolument majeure, avec des conflits d'usage terribles. Regardez s'il y a moins d'eau sur le Rhône. Une ville comme Valence, alors on fait quoi avec l'eau qu'on a? D'abord, elle est chaude. Alors on ferme la centrale. Électricité, on la comment? Premièrement. Deuxièmement, on continue d'irriguer. Mais attendez, il y a le festival de jazz à Valence avec 5000 nuitées. Alors, il n'y aura pas d'eau dans les... Tu parlais de Singapour qui en bisbille avec la Malaisie pour les mêmes choses. Hein. Donc, les questions environnementales vont être des marchés absolument majeurs et donc avec des capacités de solution aussi. La première capacité de solution, puis je ne vais pas vous embêter avec l'eau, qui est, comme vous le sentez, ma passion absolue. Pourquoi c'est ma passion absolue? Parce que l'eau, c'est le miroir pas pour notre tronche, c'est le miroir de nos sociétés. Dites-moi, comment je fabrique l'eau? À qui je la distribue? À quel prix? Avec quelle qualité? Et je vous dirai exactement, sans risque d'erreur, à quelle société, à quelle civilisation vous appartenez. Et ce qui veut dire que, et ça je vais plaider pour ça à l'EDRH ailleurs, c'est que la providence, ça veut dire la culture générale. Ça veut dire la culture. C'est la moindre des choses d'être compétent dans son domaine. Mais la moindre des choses ne suffit pas dans un monde relié, dans un monde religieux étymologiquement. Alors je sais, moi je connais par cœur, alors Sénat, touche à tout, machin, etc. Mais je les emmerde. Parce que qui connaît ces mécanismes? Comment comprendre ce qui nous arrive climatiquement si on n'a pas un minimum de culture scientifique? C'est pour ça que je suis devenu, moi, une sorte de vulgarisateur chef, moi, de l'Académie des sciences. Et donc je suis sans arrêt fourré à l'Académie des sciences. Je me fais engueuler par Carrère. Il me dit, je vous rappelle que vous avez été élu à l'Académie française. Et je lui dis, bah oui, mais je lui dis pas, mais je m'ennuie tellement à la française, je préfère être aux sciences, même si je comprends rien. Ceci restant entre nous, évidemment. Éric, tu parlais d'un monde de plus en plus relié. On parle de l'entreprise Providence qui devient quelque part tiers de confiance. Mais alors, attention, quid de la typologie de l'entreprise? Tu vois où je veux en venir. Les GAFA, on parle de crypto-monnaie avec Facebook. Ton avis par rapport à tout ça, justement? Attends, moi, l'entreprise, pour moi, un peu ce qu'on disait, c'est une définition de l'entreprise, c'est
quand on est dans la concurrence. Voilà. C'est-à-dire quand on est trop petit, on n'est pas complètement dans la concurrence. Quand on est gigantesque, on est complètement en dehors de la concurrence. Donc pour moi, l'entreprise, c'est un monde où on a des comparaisons et on est dans la concurrence. C'est une définition qui vaut une autre, ou qui est même inférieure à d'autres, mais je pense que ça peut être assez utile. Ce qui m'intéresse dans cette affaire des GAFA, c'est que jusqu'à présent, ils avaient eu la prudence d'aller loin, mais d'être un tout petit peu en retrait. C'est-à-dire que dans tous les domaines, ils allaient loin, etc. Mais là, ils ont été, avec cette histoire de monnaie, là, ils ont quand même touché la queue du dragon et la queue du tigre. Parce que si les États cèdent là-dessus, alors là, terminez les États. Terminez complètement les États. Et là, peut-être, comme d'habitude, quand on est forcé, on est plus intelligent quand on n'est pas forcé. À chaque fois que je suis poursuivi par un tigre, je cours nettement plus vite. Et là, ils sont obligés, parce qu'ils sont obligés de trouver une solution. Et ça, c'est cette question de monnaie, parce que ce n'est pas le petit bitcoin. Oui, parce que battre monnaie, c'est régalien. Parce que, attends, la providence, elle est là. Parce qu'avec les blockchains, on a des. Comme ça, c'est l'anonymat qui est la référence. Alors que là, il y a une personne. Donc Dieu, c'est qui? C'est eux. C'est les 4-5 qui sont là. Et donc là, on retrouve la providence. C'est pas la question entreprise et providence, c'est les nouveaux providents. C'est ça l'affaire. Il faut chercher quels sont ceux qui sont... Pourquoi ils sont hors concurrence? Ils sont au-dessus. Au-dessus. Et c'est ça qui est très passionnant. Tu vois, et je voyais là, vous allez voir, là, j'ai eu la chance, je me suis faufilé, et puis à toute vitesse, j'ai regardé l'expo sublime de Basquiat. Vous voyez les dialogues entre Basquiat et Picasso, vous allez voir en haut, là, c'est insensé avec Mouniz, c'est inouï. Et il se trouve que pour expliquer le monde d'aujourd'hui, j'essaye de passer soit par des petits textes économiques de très très bas niveau, soit des enquêtes, comme le coton, l'eau, etc., soit de la fiction. Et je suis en train d'écrire des contes de la modernité. Et je vais vous dire, c'est formidable de passer par le conte. Parce que vous prenez des choses et vous pouvez très bien voir... appliquer la femme sans ombre au monde d'aujourd'hui où vous n'avez absolument plus de vie privée. C'est-à-dire vous n'avez plus d'ombre. Plus d'ombre, du tout. Tout est... La seule protection, c'est qu'on s'en fout complètement de vous. Dès qu'on s'intéresse de vous, on sait tout de vous. Et puis en plus, l'entreprise, et Denis reviendra tout à l'heure, c'est le name and shame, c'est-à-dire que l'entreprise est... Voilà. Donc, ce qui est... Vous voyez, ça va être passionnant. Je suis triste de pas rester. Pourquoi je ne reste pas? Je vais vous donner la raison très précise. C'est que il se trouve que j'étais très très longtemps à Rochefort, que l'Arsenal était vide, on a décidé de construire l'Hermione, on a construit l'Hermione, tout le monde était contre, machin, etc. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Encore une fois, extrême droite, le mec, évidemment, il préfère les bouts de bois aux êtres humains, tout ça, etc. Bon, il y avait 400 000 visiteurs tous les ans, etc., etc. Bref, Rochefort. Et pour me remercier, ce soir, il donne, je suis super fier, il donne mon nom à la médiathèque dans la Cordelière Royale. Donc c'est la seule raison pour laquelle je suis pas là. Parce que ce que vous allez discuter sur la question de providence et gouvernance, hein, parce que pour moi, c'est des mots qui sont pas loin. C'est-à-dire, c'est quand même la question clé. C'est-à-dire, à quelle base, sur quelle assiette, comment on fait. Mais on pourrait peut-être parler mais vous, qu'on discute, parce que j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer. Mais comme j'ai gardé des liens de prof, donc je vais dans des tas d'écoles de tout niveau, et de tout niveau à la fois intellectuel et puis de niveau d'âge, et donc quand même, jusqu'à une date relativement récente, il y avait énormément de volontaires parmi les jeunes pour être entrepreneurs, mais pas d'entrer dans les grandes entreprises. Je veux ma boîte. Je veux ma boîte. Donc le Startup Nation, etc., etc. J'ai l'impression que ça bouge un tout petit peu et qu'ils s'aperçoivent qu'on peut être heureux dans l'entreprise. Moi, ce que j'aimerais poser comme question sur la question de la providence, parce que la providence, a priori, promet le bonheur, comment est-ce que vous pourriez accroître le bonheur? Alors moi, je vais vous dire de façon très claire, accroître la responsabilité. Accroître la responsabilité avec le bon espace de responsabilité. Comment accroître, machin. Et franchement, alors je sais que c'est la mode de diviser, d'horizontaliser, etc., mais un peu responsable. C'est-à-dire que qui est
des entreprises à l'intérieur de l'entreprise. Et alors, je vois ça pourquoi? Parce que j'ai suivi, notamment pour Engie, le truc que faisait Jean-Louis Blanc, où on prenait des startups et on les intégrait. En général, ça marche. Pas du tout. C'est-à-dire, on les tue. Dès qu'elles sont dans le gros groupe, ils sont complètement phagocytés. Comment on peut faire vivre l'énergie? Alors, on est content d'avoir gagné 5-10 millions dans la Valo, mais comment est-ce qu'on peut continuer? Parce qu'on a évidemment besoin des grandes entreprises. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la comparaison de ce monde de l'entreprise avec le monde de la biologie que je connais bien. Voilà. Ben, tu sais quoi? C'est tout. Voilà. Donc, voilà, qui a envie de réagir? Qui a envie de poser une question à Éric Orsena qui en... Bon, alors justement, qui a la réponse? Qui veut se lancer? Ça, il y a toujours la première intervention qui tarde à venir. Qui veut aller? Voilà, Lionel. Je viens vers le type là, le grand monsieur là qui est là. Alors, attends. Il s'occupe des retraites, mais je veux dire, avant, il est dans l'activité. Je vais lui passer la parole. Et d'abord, il y a Lionel qui a levé la main en premier. Donc, Lionel Prudhomme, directeur de l'école IGS. En fait, la question qui se pose sur ce que vous venez de dire, sur les startups, quand elles sont intégrées dans les grands groupes et ça ne marche pas, on voit aujourd'hui qu'il y a un mouvement très intéressant qui est d'ailleurs lié également à la question de la responsabilité que vous avez pointée, qui est des entreprises qui rachètent d'autres entreprises plus petites, plus innovantes, capables d'aller plus vite, plus rapide, enfin plus véloces, plus agiles, et en fait qui les gardent indépendantes dans l'entreprise qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que par exemple, vous gardez en fait des sociétés petites et vous leur gardez et la marque et leur mode de fonctionnement, et ce qui est une manière en fait de ne pas créer ou de ne pas détruire la responsabilité de ces personnes-là. C'est comme le mariage. Hein. Si tu prends une nana super indépendante et t'en fais ta femme et tu lui interdis tout, et alors t'es rassuré. Après, tu te fais chier. Elle va voir ailleurs. Tu prends une maîtresse, tu fais la même chose et t'as raté ta vie. Jean-Paul. Non, parce que, par rapport à ce sujet-là, je suis aussi consultant conjugal. Hein. Écoutez, il y a eu une scène formidable avant-hier en Arles. Alors, puisqu'elle fêtait, j'étais avec Elisabeth Hérault, patronne de la CNR, j'adore, et elle dit, voilà, on va fêter nos 42 ans de mariage. Alors, je dis, formidable, eh bien, moi, je vais te battre, sauf que moi, je mets un S à mariage. Jean-Paul, réaction par rapport à ce que disait Éric, les territoires en particulier, voilà. Éric, tu m'as interpellé. J'ai une question. La providence, tu l'as dit, c'est la protection. L'avenir, c'est la contestation. C'est-à-dire que si le système se prolonge, on voit bien pour des tas de raisons, on évoquait ça ce matin, les surplus financiers, la crise, etc., etc. Donc l'avenir passe par la capacité de pouvoir se remettre en cause. Plus le système est puissant, plus il a tendance à tuer la contestation. Et plus les systèmes sont démocratiques, et plus ils ont du mal à se remettre en cause, puisque le changement, c'est d'abord l'inquiétude. Et donc l'inquiétude, c'est la résistance. Donc comment tu vois, pas tellement l'entreprise, mais la capacité devant cette accélération de bouleversement devant lesquels nous sommes. Il faut remettre en cause le système de consommation. Si demain on consomme la moitié de viande, c'est l'industrie agro qui saute. Si on ne prend plus l'avion, c'est etc., etc., etc. Et donc comment concilier la conscience que chacun a de devoir se remettre en cause et le réflexe classique de surtout préserver ce qui existe? Alors, je travaille là-dessus avec passion et beaucoup de troubles, parce que c'est des questions, comme tu l'as posé, extrêmement complexes. Il faut savoir que dans notre pensée occidentale, nous réfléchissons peu au mécanisme même de la transition. On passe d'un état A à un état B par décret, et on ne s'intéresse pas à ce qui se passe entre les deux. Vous savez, c'est la définition du voleur chinois. Nous, quand on a un cambrioleur, il cambriole et puis il se tire, il se fait arrêter. Le chinois, il bouge l'objet convoité d'1 millimètre tous les jours.
Mais puis, au bout d'un moment, il est chez lui. Donc la question de la transition est absolument clé. Comment est-ce qu'on fait? Surtout qu'il faut articuler toutes les transitions. On a bien vu, si tu fais la transition énergétique sans faire l'acceptabilité sociale, t'es mort. Donc comment tu fais? Ça, c'est la première remarque. Je vais vous donner juste des bribes. Hein. Première remarque. Deuxième remarque, il y a une prise de conscience forte. La première fois où je naviguais dans l'archipel du Horn, quand je suis revenu, on m'a dit « Bon, alors, est-ce qu'il y a des tempêtes ?» Et les deuxième, troisième fois, on m'a dit « Est-ce que ça fond ?» Donc il y a une prise de conscience. Il y a 2 ans, 3 ans, on aurait fait un micro-trottoir, 4 ans, le gaz à effet de serre, personne ne savait ce que c'était. Maintenant, on sait ce que c'est. Donc il y a une prise de conscience. Mais avant d'agir vraiment, il y a un mécanisme très particulier qu'on connaît bien dans nos vies. Croire à ce qu'on sait. On sait, mais est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on sait qu'on va mourir? Est-ce qu'on en tire toutes les conséquences? Est-ce qu'on dit aux gens qu'on aime suffisamment qu'on les aime? Et donc, ce mécanisme de croire à ce qu'on sait est absolument clé. Et après, on peut agir. Et on est dans cette bascule-là, qui est en train de s'accélérer dans les jeunes générations. Ceux qui posent une question que tu connais mieux que moi, et tu t'es battu pour essayer de trouver des solutions, et le conseil sous ta responsabilité, c'était passionnant pour ça, c'était l'interrogation en profondeur de la démocratie. Et notamment d'une des faiblesses de la démocratie, c'est de choisir la bonne échelle spatiale, mais le bon rythme temporel. Quand vous êtes dans le mécanisme de l'eau, par exemple, prends un exemple, ce mécanisme comme ça. Donc, vous avez l'eau, vous êtes un maire, vous avez 2 solutions. Vous avez créé une nouvelle usine de production d'eau. Là, tout le monde est avec vous. Vous avez la presse qui vient, vous avez des photos d'enfants sous les robinets. Super maire. Vous dites que non, ça va être plus efficient dans un cas particulier de réhabiliter les réseaux parce qu'autrement, il y a des fuites partout. Vous faites chez tout le monde. Il y a des travaux dans les villes, vous faites une sorte de super Hidalgo en province. Et puis, voilà. Donc, il faut une formidable vertu pour préférer une action en démocratie qui ne sera visible qu'à la fin de votre 2e ou 3e mandat par rapport à une action immédiatement visible aujourd'hui. Donc, comment sortir de cet emprisonnement du court terme? D'où la tentation de dire si vous voulez vraiment avancer dans la lutte contre le dérèglement climatique, il faut sortir de la démocratie. Je pousse, hein? Non, mais voyez ce mécanisme. Comment vous faites pour intégrer? Et alors, on a des tas de solutions, dont une qui me fait marrer. C'est une solution qui est acceptée nulle part, et surtout pas à l'Académie française, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est donner un droit de vote proportionnel à l'espérance de vie. Vous voyez qu'à l'Académie, imaginez que j'ai pas réussi à rester le plus jeune quand même, mais enfin, j'y travaille. Ça veut dire que tout le monde est contre ma proposition. Non, mais comment donner du long terme dans notre démocratie? C'est l'acceptabilité dans l'espace et dans le temps. Par exemple, ce n'est plus possible de construire un seul barrage en France. Pas possible. On ne peut pas. Terminé, c'est non. C'est non, on ne peut pas. Terminé. Alors, comment est-ce qu'on fait avec l'eau? Comment ça va se passer? J'en sais rien. Comment est-ce qu'on fait? Les centrales, pareil. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est cette décision? L'acceptable, c'est non. Et là, on fait quoi? J'en sais rien. Donc, vous voyez, le grand débat sur l'énergie. Et pareil, ce que tu disais, tout à fait, sur la question agricole. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde sait que le modèle breton du porc, je travaille là-dessus. C'est formidable. Travaillez, vous prenez un exemple précis, le porc. Comment vous faites? On a un système industriel avec tous les inconvénients de l'industrie et aucun des avantages. Parce qu'on n'a pas le système très industriel d'articulation entre les Danois, les Hollandais, les Allemands. Donc, vous voyez ces mécanismes-là. Donc, c'est cette transition qui vraiment me passionne et qui pose des vraies questions très profondes de démocratie. C'est pour ça que
les instances où on réfléchit à une pratique différente. Nous, on avait fait, avec le monsieur là, ici présent, on avait fait un débat formidable entre les agriculteurs et France Nature Environnement sur les algues vertes, chez toi, sur cette affaire. Et moi, j'étais arbitre de cette affaire. C'était passionnant, parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que vous pouvez arriver un peu comme ça à se mettre d'accord sur des solutions. Pas des idéologies, des solutions. Voilà. Pardon, tout ça est très... Pardon. Voilà. Bonjour, Isabelle Magia. Je suis très contente de vous rencontrer, parce que je suis une femme. Vous avez raison, vous savez, je gagne à être connue. Je le vois, je le vois. Parce que je ne connaissais pas votre humour. Donc en général, c'est pas mon physique qui retient, mais le reste... Alors, je vais vous ramener sur quelque chose qui a à voir avec le métier que beaucoup d'entre nous avons, les ressources humaines, et sur l'amour. Et notamment, je vous ai découvert avec ce roman qui s'appelle Longtemps, qui est magnifique. C'est la première fois que je vous ai lu et c'était magnifique. Donc vous vous intéressez à l'adultère, c'est très intéressant. Exactement, Moi aussi. Exactement. Moi aussi. Mais pas le petit coup, hein. C'est pas le petit coup. Non. L'adultère durable. Moi, je suis dans le recyclage, je suis dans l'économie du recyclage. Voilà, pas le... Non, ça vous faites comme vous voulez, mais non. Bon, donc non. Tout ça. Et l'amour, bordel, c'était un peu ça la question. Et donc, votre regard, hier soir, on a commencé à discuter sur ces sujets-là, c'est la fameuse humanité des entreprises. Donc, questionnement des DRH, est-ce que finalement, il n'y a pas une évolution négative? Est-ce qu'avec tous les process, la globalisation, et les hommes et les femmes dans tout ça. Donc, c'est quoi votre regard aujourd'hui sur le fonctionnement humain, tout simplement humain, je vais vous dire, d'entreprise? les entreprises qui marchent bien, j'en connais beaucoup maintenant, ça se voit assez vite. C'est des entreprises où il y a un projet clair, on fait confiance, et c'est des équipes relativement resserrées, même quand on est dans un groupe énorme. C'est-à-dire, peut-être vais-je avoir une défense corporatiste de mon métier, mais comment voulez-vous donner de l'énergie si vous ne savez pas ce que vous faites? Et le nombre de gens travaillant dans des entreprises qui ne savent pas ce qu'ils font. Et ma très relative capacité d'apporter quelque chose à une entreprise, c'est de raconter l'histoire. Quelle est l'histoire? Racontez-moi l'histoire. Et alors c'est intéressant parce que c'est racontez-moi l'histoire, mais racontez-moi les étapes qui permettent de passer du plan A au plan B. Et moi je suis passionné de voir ce que fait Isabelle Cocher chez Engie parce que le but il est clair. Mais comment est-ce qu'on fait pour passer quand même d'une situation que j'ai connue, puisqu'on a beaucoup travaillé dessus au début, c'était très passionnant. On travaille, et c'est dans énormément de domaines, on travaille dans une société dont le métier et la rentabilité est de vendre l'eau, et on veut arriver à une autre société dont le métier et la rentabilité sera d'aider les clients à consommer moins du produit que vous offrez. Donc, on passe de la production au service. Comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est absolument passionnant, parce que c'est nécessaire. Dans un premier temps, vous gagnez votre pognon en accroissant la rareté, et de l'autre côté, en l'économisant. Donc, comment vous faites ce mécanisme-là? Ça, c'est tout à fait passionnant. Vous voyez, ce genre de mécanisme, c'est très passionnant. Avec ce que j'ai vu, et qui va t'intéresser, mais ce que j'ai vu, c'était le bouleversement du consommateur et des jeunes et des talents. Vous savez, les consommateurs. C'est-à-dire, regardez les accélérations dans le monde de l'énergie. Il y a moins de 10 ans, c'était des énormes blocs d'usines qui faisaient toutes de la production d'énergie de la même façon, qui se moquaient complètement des possibilités locales et qui s'en foutaient complètement de ce qu'ils produisaient comme CO2. En 10 ans, ça a changé complètement. Et une des raisons, c'est ce que le numérique a permis, c'est-à-dire en décentralisant et en permettant aux acteurs, aux consommateurs de devenir acteurs et de s'équiper et de commencer à vendre sur le réseau. Donc ça, c'est... Vous voyez, je guette ce genre de basculement. Et les entreprises qui sont en retard sur ce basculement, eh bien, elles seront dans le système. Alors, cela dit, et moi je connais bien
le secteur du charbon, parce qu'on me dit, bon, d'accord, mais alors comment on va arriver? Comment on va passer du A à B? Et que ça, pendant un certain temps, le charbon va rester là, comment ça va se passer? Donc la situation allemande, mais voilà, bon, je ne vais pas vous planter avec le charbon, mais en tout cas, j'étais content de vous voir, merci. Et puis tu vas lever l'encre. Éric Orsena. Merci Éric. Éric Orsena.